Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jacques Mérine, car en effet, le S ne se prononce pas. Ennemi public numéro 1, au début des années 70, il est notamment connu pour ses vols à main armée, enlèvements, évasions et pour son fort charisme médiatique. Il meurt abattu par les forces de l'ordre lors d'une intervention menée à la porte de Clignancourt après 1 an et demi de cavale. Ayant opéré principalement en France, au Québec et en Espagne, il est surnommé l'homme aux 1000 visages, ou, à tort selon lui, le Robin des Bois français. Jacques Mérine est né le 28 décembre 1936 à Clichy. Il est le fils de André-Pierre Mérine et de Fernande Charlotte Buvry, commerçant aisé du textile qui possède une entreprise de dentelle de luxe à Paris. C'est à Clichy qu'il grandit et qu'il se met à fréquenter le quartier populaire de Pigalle. Ses parents ont pourtant des projets pour lui. Ils souhaiteraient plus tard le voir intégrer HEC, mais il n'aime pas l'école. Il effectue une partie de sa scolarité au collège libre de Juilly. Il est ensuite renvoyé du lycée laïque de Clichy à cause de violences exercées envers le proviseur. Il devient alors représentant en tissu. Il est brièvement marié de juillet 1955 à 1956 avec Lydia de Souza, jeune étudiante en chimie d'origine togolaise, dont il adoptera le fils Dominique. Jacques Mérine devance l'appel pour effectuer son service militaire et participe à la guerre d'Algérie comme militaire du rang à la 666e compagnie, une unité qui réceptionne les pièces détachées pour les acheminer vers le front. Il est décoré pour ses services de la Croix de la valeur militaire. Il revient en France en mars 1959, après avoir reçu un certificat de bonne conduite. C'est durant cette période qu'il découvre les armes et rapporte un pistolet qu'il gardera constamment sur lui. D'après ses proches, l'expérience de l'Algérie l'a profondément marqué. Selon ses dires, il aurait été plusieurs fois de corvée de bois, c'est-à-dire, selon le jargon, l'exécution sommaire de prisonniers algériens en dehors des enceintes militaires, ce qui fut contredit unanimement par ses camarades d'unité. À son retour en France, il participe à de nombreux cambriolages et vols à main armée dès l'âge de 23 ans. En 1961, il se marie avec Maria Soledad Ortiz, rencontrée lors de vacances en Espagne. Ils ont 3 enfants ensemble, Sabrina, Bruno et Boris. Ils divorceront en 1965, 4 ans plus tard. C'est à cette époque qu'il est arrêté et condamné pour la première fois à payer une amende pour port d'armes prohibées. Le 17 janvier 1962, il est arrêté à Neubourg, dans l'Eure, où ses parents ont une maison de campagne, alors qu'il se prépare, avec 3 complices, à effectuer un hold-up à la Société Générale. Il est condamné pour la première fois à 18 mois de prison en mars 1962. Il passera son temps d'incarcération dans les prisons d'Évreux puis de Orléans, où il dit avoir rencontré Pierre Carreau, dit Pierrot le Fou. Il est relâché en 1963. Il souhaite alors quitter la vie criminelle et trouve un emploi dans une entreprise d'architecture d'intérieur. Mais à la suite de la mise en chômage technique des employés de celle-ci, il perd son travail et redevient criminel. 2 ans plus tard, le 2 décembre 1965, alors âgé de 29 ans, Jacques Mérine est arrêté en Espagne, à Palma de Majorque, en train de voler des documents politiques dans le bureau du gouverneur militaire. La police locale le soupçonne de travailler pour les services secrets français. Il est condamné à 6 mois de prison. L'année suivante, en octobre 1966, il ouvre un restaurant dans les îles Canaries. Parallèlement, il continue son activité criminelle. En décembre 1966, il attaque une bijouterie à Genève, en Suisse. En mai 1967, il ouvre une auberge à Compiègne, en France. Le 15 novembre 1967, il cambriole un hôtel à Chamonix, ou Chamonix, je ne sais pas, où il est reconnu. Le mois suivant, le 8 décembre 1967, il braque une maison de haute couture parisienne où il est, là aussi, reconnu.
Maria Soledad le quitte et leurs 3 enfants sont confiés aux parents de Mérine. 2 mois plus tard, le 6 février 1968, il échappe aux policiers et fuit à Québec, au Canada, avec Jeanne Schneider, rencontrée après son divorce. Cette dernière est une call girl dont les souteneurs ont été abattus par Mérine selon ses dires, bien qu'aucune trace d'un tel règlement de compte n'apparaisse dans les annales policières de cette période. À cette époque, il n'est recherché que pour escroquerie. En juillet 1968, le couple arrive à Montréal et entre au service d'un millionnaire handicapé, Georges Deslauriers, qu'ils enlèvent à l'aide d'un complice français, Michel, rencontré sur place. Alors qu'il demande une rançon de 200 000 $ à son frère Marcel, Georges Deslauriers réussit à s'échapper. Le 26 juin 1969, le couple Mérine-Schneider quitte le motel des 3 Sœurs à Percé, au Québec, où ils s'étaient réfugiés, et franchit illégalement la frontière des États-Unis. Le 30 juin, le corps étranglé d'Evelyne Le Boutillier, patronne du motel, est découvert dans sa résidence à Percé. Mérine est soupçonné. En fuite aux États-Unis, il est arrêté à Texarkana, dans l'Arkansas, à la frontière avec le Texas. Il est extradé vers le Canada. À sa sortie d'avion, il fanfaronne devant les journalistes et déclare, reprenant une phrase du général de Gaulle, « Vive le Québec libre !» Accusé de meurtre et de kidnapping, Mérine se retrouve à la une des journaux québécois. Il est déclaré ennemi public numéro 1. 2 mois plus tard, le 17 août 1969, Mérine s'évade avec Jean-Paul Mercier et délivre sa compagne Jeanne de la prison de Percé, mais ils sont repris le lendemain. Toujours en août 1969, ils sont condamnés respectivement à 10 et à 5 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration de Georges Deslauriers. 2 ans plus tard, en janvier 1971, Mérine et Schneider sont acquittés pour le meurtre d'Evelyne Le Boutillier. Mais cette accusation d'un meurtre qu'ils déclarent n'avoir pas commis, malgré un important faisceau de présomption, sera pour Mérine un des thèmes principaux de son livre « Coupable d'être innocent » écrit en 1979. Alain Normando, criminologue et directeur d'un projet de réinsertion, le rencontre à 3 reprises dans sa cellule en 1972. Il se souvient. Jacques Mérine n'était pas très grand, mais il avait un charisme incroyable. Il séduisait tout le monde, autant par ses propos que par sa prestance. Pour tout dire, il a même convaincu les gardiens de s'élever contre l'administration de la prison. Le 21 août 1972, il s'évade de la prison de Saint-Vincent-de-Paul avec 5 autres détenus, dont notamment Jean-Paul Mercier. La prison de Saint-Vincent est alors entourée de 2 murets de barbelés et d'un mur de 4 mètres. Dans les miradors, nuit et jour, chaque sentinelle fait le guet 7 jours par semaine. Les cellules sont alors éclairées en permanence et le plafond constitué de grillages sur lequel les gardiens font des rondes. À l'époque, il y a 65 gardiens pour 62 détenus. Mérine avait repéré que les rondes étaient moins fréquentes le week-end et s'était procuré des limes, des outils et une échelle de peintre. Leurs cavales sont émaillées de nombreux méfaits. Le 26 août, ils braquent ensemble la caisse populaire de Saint-Bernard de Dorchester, puis 10 minutes plus tard, font de même avec celle de Saint-Narcisse de Lotbinière. Leur butin s'élève à 26 000 $. Le 28 août, ils braquent la Toronto Dominion Bank à Montréal et récidivent 3 jours après dans le même établissement. Le 3 septembre, ils échouent dans leur tentative de libérer 3 prisonniers de la prison de Saint-Vincent-de-Paul, mais blessent grièvement 2 policiers dans la fusillade qui s'ensuit. Une semaine plus tard, pendant qu'ils s'exercent au tir en forêt, Mérine et Jean-Paul Mercier tuent 2 gardes-chasse attirés par les détonations près de Saint-Louis de Blandford, au Québec. En octobre, après d'autres braquages à Montréal, ils effectuent un court passage à New York, au palace du Waldorf Astoria. Puis, d'octobre à novembre 1972, Mérine fuit au Venezuela avec Jean-Paul Mercier et leurs 2 maîtresses. Plus tard, Mercier et sa maîtresse les quittent à la suite d'une morsure de chien subie par cette dernière qui les oblige à revenir au Québec pour recevoir des soins.
Mercier sera tué d'une balle dans la tête par la police canadienne lors d'une de ses tentatives de cambriolage 2 ans plus tard. Quant à Jeanne Schneider, la maîtresse de Mérine, elle finira sa peine à la prison de Fleury-Mérogis et à sa sortie restera en France. Après 4 ans passés à l'étranger, Mérine retourne en France en décembre 1972, où il commet le braquage de la paye d'une usine pour un montant de 320 000 francs et celui d'une caissière retirant 280 000 francs d'une banque. Le 5 mars 1973, lors d'une altercation avec une caissière d'un café-bar, Mérine brandit un revolver. Un policier tente d'intervenir et se voit grièvement blessé. 3 jours plus tard, Mérine est arrêté à Boulogne-Billancourt alors qu'il revient dans son appartement. En mai, il est condamné en France à 20 ans de prison. Le 6 juin, il doit comparaître pour une petite affaire de chèques sans provision, mais il s'évade du tribunal de Compiègne en prenant en otage le président du tribunal grâce à une arme dissimulée dans les toilettes par des complices. Le 21 juin, il attaque à main armée l'imprimerie Georges Lang pour s'emparer de la paye des employés dans le 19e arrondissement de Paris, soit environ 300 000 francs. Début août, il s'attaque au Crédit Lyonnais de l'avenue Bosquet dans le 7e arrondissement de Paris. Après ce coup retentissant, il cesse d'agir pendant 2 mois. Cependant, le 27 septembre, il braque 2 banques coup sur coup, inaugurant ainsi la pratique d'enchaîner ses vols ou de les doubler, second braquage de la même banque le lendemain. Il est arrêté par le commissaire Robert Broussard, une première fois le 28 septembre 1973 dans son appartement rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement. Cette arrestation reste célèbre de par la théâtralisation faite par le truand qui, après des heures de négociation à travers la porte, finit par l'ouvrir, cigare aux lèvres, offrant le champagne au policier et au commissaire Broussard. Mérine plaisante avec celui-ci. « Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ?» Une fois en prison, Mérine se lie avec un compagnon de cellule, Jean-Charles Villoquet, qui organise de l'intérieur une évasion montée à l'extérieur par Martine, son ami. Celui-ci s'échappe sans faire profiter Mérine de cette évasion. Une fois dehors, il lui promet de l'aider à sortir. Il prend du retard, mène Mérine en bateau et finit par se faire reprendre le 1er décembre 1975, ce qui lui vaudra des critiques de Mérine qui le trouve redoutable les armes à la main mais inorganisé et irréfléchi. En novembre 1975, Mérine envoie une lettre de menace à Jacques Desrogis, journaliste au magazine L'Express. Le malfaiteur est en effet mécontent d'un article de celui-ci intitulé « Le duo Villoquet-Mérine ». Il est inculpé pour menace de mort et placé au secret. Comprenant qu'il se passera probablement des années avant qu'une autre occasion d'évasion se présente, il décide d'écrire son autobiographie « L'instinct de mort », qui paraît le 3 mai 1977, 2 ans plus tard. Le 19 mai 1977, Mérine est condamné à 20 ans de prison pour vol à main armée, recel et port d'armes par la cour d'assises de Paris, présidée par le juge Petit. Durant ce procès, il se produit une anecdote célèbre. Il défait le nœud de sa cravate, en sort une petite clé qu'il proclame être celle de ses menottes procurées par un gardien véreux, puis il la lance aux journalistes présents au tribunal, déclarant ainsi prouver la corruption de la police et de la justice. Il s'avère qu'il s'agissait en fait de la clé servant à ouvrir le cadenas de la télévision de sa cellule. Il est transféré au quartier de haute sécurité de la prison de la Santé. Cette incarcération est à l'origine d'un combat médiatique qu'il entreprend par le biais de la presse afin de faire fermer ces quartiers de haute sécurité qu'il juge dégradants et inhumains. 1 an plus tard, il parvient à s'évader le 8 mai 1978 à 10h. Dans des conditions non encore élucidées, Mérine parvient à dissimuler des armes dans un parloir et profite d'un entretien avec l'un de ses avocats pour les saisir et neutraliser ses gardiens en compagnie de François Besse. Revêtant les uniformes de gardien maîtrisés, il libère un autre détenu, Carman Rives, puis escalade le mur d'enceinte à l'aide d'une échelle entreposée dans la cour pour des travaux.
Ils s'évadent de cette prison réputée inviolable, laissant derrière eux Carman Rives, abattu par une patrouille de police qui surprend par hasard l'évasion et ouvre le feu. Mérine et Bess dévalisent presque immédiatement une armurerie. Le 26 mai 1978, ils braquent le casino de Deauville et volent 137 000 francs. Le braquage tourne à la fusillade. La police intervient très rapidement sur les lieux et fait 2 blessés, mais les évadés parviennent à fuir en voiture, forcer un barrage, puis à trouver refuge le 28 mai dans une ferme de Normandie, prenant en otage la famille d'un éleveur de chevaux qui y vit. Une vaste opération est déclenchée pour tenter de trouver Bess et Mérine. Plus de 300 gendarmes ainsi qu'une section du GIGN assistée de policiers de la brigade anti-gang sont déployés pour les rechercher en vain. Ils ont l'idée de se cacher sous la banquette arrière de la déesse de la famille de l'éleveur pour franchir les barrages et regagner Paris. C'est à cette période qu'il se met à écrire son 2e livre, Coupable d'être innocent, plus politique que le premier, qui paraîtra après sa mort en 1979. Il continue les braquages, comme celui de la Société Générale de Raincy le 30 juin 1978, tandis que la police poursuit ses efforts pour le localiser. Elle craint le pire. Mérine nargue les autorités en donnant des entretiens à des journalistes. Ainsi, à Paris Match, le 4 août 1978, Isabelle Pelletier reçoit ses déclarations. Sa notoriété entraîne une guerre des polices entre Lucien Aimé Blanc, chef de l'Office central pour la répression du banditisme, et Robert Broussard, chef de l'anti-gang. En juin de la même année, il rencontre Sylvia Jean-Jacot dans un bar américain à Hôtesse. Ils partent en Italie, Sicile, Algérie, Angleterre, puis retournent en France après 18 mois de cavale. Ils restent alors cachés dans le 18e arrondissement de Paris. Le 10 septembre 1979, Mérine et Charlie Bauer tendent un guet-apens dans la forêt de Halat, dans l'Oise, au journaliste de Minute, un journal d'extrême droite, Jacques Tillier. Après l'avoir emmené dans les profondeurs d'une grotte, Mérine le torture, le met à nu, le tabasse et le blesse grièvement par 3 balles en lui tirant dans la joue, pour l'empêcher de dire des conneries, le bras, pour l'empêcher d'écrire des conneries, et la jambe par simple plaisir, affirmera-t-il plus tard. Il le laisse pour mort. Mérine reprochait à ce journaliste de l'avoir diffamé en écrivant qu'il n'était pas une personne réglo avec ses associés et que c'était un bandit sans honneur. Mérine réalise lui-même des photographies de l'enlèvement. Tillier arrive à s'en tirer. Il écrira par la suite des lettres aux journalistes disant qu'il ne voulait pas le tuer. Fin octobre 1979, Emmanuel Farrugia et Paul Raymond, hommes du commissaire divisionnaire Lucien Aimé Blanc, repèrent l'appartement de Mérine rue Belliard dans le 18e arrondissement. Ceci est rendu possible par le biais d'un indicateur donné par Jacques Tillier qui voulait se venger, qui dénonce Charlie Bauer comme complice actif de Mérine, et grâce aux écoutes des coups de téléphone que Charlie Bauer passait à Mérine. Le 2 novembre 1979 à 15h15, Mérine, au volant de sa BMW marron avec sa compagne Sylvia Jean-Jacot, est encerclée par les hommes de la BRI, porte de Clignancourt à Paris. Un camion bâché qui s'est inséré devant son véhicule dissimule des tireurs qui ouvrent le feu sur lui et sa compagne. 21 balles sont tirées. On retrouvera 18 impacts de balles à haute vélocité sur son corps. Il est tué en possession de grenades et d'armes de poing dissimulées aux pieds de sa compagne. Celle-ci, grièvement blessée, perdra un œil lors de la fusillade. La mort de Mérine est un premier cas de remise en cause de la légitime défense invoquée par la police, car celle-ci aurait ouvert le feu sans sommation. 2 nouveaux témoins ont apporté des éclaircissements en octobre 2008 sur France Inter. Guy Péné, qui était en 1979 le patron du bar Le Terminus, porte de Clignancourt, n'a jamais été entendu sur procès-verbal dans la procédure judiciaire. Il affirme que les policiers n'ont pas effectué de sommation avant de tirer sur Mérine.
Tout ce qu'il a entendu, c'est une rafale de coups de feu suivie de cris « Bouge pas, t'es fait !» Geneviève Adré ne s'est jamais exprimée publiquement depuis le 2 novembre 1979. Ce jour-là, alors étudiante en musicologie, elle se trouve dans une cabine téléphonique avec une amie porte de Clignancourt toujours, à quelques mètres de la voiture de Mérine. Elle raconte avoir entendu des rafales de mitraillettes ou, en tout cas, des coups de feu très rapprochés, mais en aucun cas des sommations. Les sommations restent toutefois un acte militaire auquel étaient soumis les gendarmes et non les policiers. Aussi, Mérine avait prévenu Broussard. Il lui avait déclaré « Quand nous nous rencontrerons à nouveau, ce sera à celui qui tirera le premier ». En outre, les policiers ont témoigné qu'au lieu de se rendre et de lever les mains, il avait eu un mouvement latéral, comme s'il allait se saisir de quelque chose. Cette observation sera confirmée par la présence des armes dissimulées aux pieds de Sylvia Jean-Jacot. Une cassette audio sera retrouvée ultérieurement par les enquêteurs avec la voix de Mérine à destination de Sylvia disant ceci. « Si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule dont on ne s'évade pas. » L'instruction est rouverte en mars 2000. Elle débouche sur un non-lieu le 14 octobre 2004. Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi de la famille Mérine à la suite du non-lieu prononcé le 1er décembre 2005. Jacques Mérine est enterré au cimetière nord de Clichy, la ville qui le vit naître. Sa BMW marron métallisé est restée sous scellé de justice 28 ans dans une fourrière avant d'être broyée dans une casse le 14 mai 2007. Souvent considéré comme un héros des temps modernes, élu personnalité de l'année 1979 par le journal Libération, tout charismatique que pouvait être Jacques Mérine, n'oublions jamais qu'il a tué des hommes et des femmes de sang-froid. J'ai conçu cette chronique grâce à l'outil Internet. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.